Aux côtés de Trump, de Jay-Z et de Beyoncé, il affichait le visage d'un milliardaire intouchable. Un empire, un masque de philanthrope. Mais derrière, se cachait un prédateur. Pendant des années, il a trompé le monde entier, jusqu'au jour où la vérité a éclaté. Aujourd'hui, son empire s'effondre. Et ce que vous allez découvrir pourrait changer à jamais la façon dont vous voyez Diddy et l'industrie qui l'a protégé. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. Et maintenant, place à l'histoire. Quand Diddy a été arrêté par le département de la sécurité intérieure, après une avalanche de poursuites et d'accusations de plus en plus graves pendant presque une année entière, personne n'a été surpris. S'il avait toujours été une chose, c'était malsain. Pas besoin de chercher bien loin, ni même de chercher du tout, pour voir qu'il y avait quelque chose de profondément tordu dans son esprit. Des relations inappropriées avec les adolescents, Justin Bieber et Usher. Les rumeurs entourant les morts mystérieuses de Biggie et Tupac. Une soif de célébrité impossible à ignorer. Et pire encore, des choses que je ne peux littéralement pas dire dans les 5 premières minutes d'une vidéo YouTube. Depuis des années, les gens savaient déjà que Diddy n'était pas le producteur généreux et consciencieux que lui et son équipe s'efforcèrent de montrer au monde. Derrière les gros chèques donnés aux écoles, derrière les discours militants, il y avait toujours cette note d'obscurité qu'une fortune d'1 milliard de dollars ne pouvait pas cacher. On n'associe pas ton nom à des meurtres et à du vol sans raison, mais ce n'est qu'au moment de son arrestation, lorsque le masque a été arraché, que la véritable nature de Diddy a enfin été révélée. Il n'était pas ce gentil gars avec un côté sombre. Il n'était pas une figure complexe avec un passé nuancé. Au moment même où le gouvernement fédéral l'a inculpé pour trafic sexuel, tout a été confirmé. Diddy était profondément, irrévocablement maléfique. Les preuves étaient là, bien visibles. C'était la dernière pièce du puzzle, la révélation que Diddy avait passé toute sa vie à exploiter les autres, au point que son empire musical n'était plus qu'une façade pour ses obsessions malsaines. Et pourtant, son arrestation a soulevé plus de questions qu'elle n'a apporté de réponses. Tout le monde savait déjà qu'il était mauvais, mais maintenant, on découvrait que c'était bien plus profond. Ses crimes dérangeants commençaient à ressembler à ceux de Jeffrey Epstein ou Harvey Weinstein. Il ne s'agissait pas seulement d'un mauvais acteur, mais du chef d'une véritable opération criminelle, faite d'abus répugnants et d'exploitation systématique. Alors les questions affluent. Comment Diddy a-t-il pu échapper si longtemps à la justice ? Quelle était l'ampleur réelle de ses crimes ? Et plus sinistre encore, qui savait, mais sais-tu ? Parmi ce réseau immense de célébrités et de contacts puissants, qui participait ? La taille et l'étendue des crimes supposés de Diddy, combinés à son pouvoir sur l'industrie, laissent imaginer une toile de tromperie et de corruption bien plus vaste que ce que quiconque avait pu concevoir. En réalité, son arrestation, censée clore un chapitre en mettant un monstre derrière les barreaux, a ouvert plus de portes qu'elle n'en a fermées. Alors une question résonne. Qu'est-ce que Diddy cachait et qui cachait-il avec lui ? Si tu laisses Diddy raconter sa propre vie, il est le héros. Il a dépensé d'énormes ressources et un temps incalculable pour se façonner une image impeccable. Même aussi récemment qu'en 2021, l'un des derniers grands portraits de presse réalisés sur lui avant sa chute montrait clairement ce qu'il voulait que le monde pense de lui et ce qu'il pensait de lui-même. Dans cette interview pour Vanity Fair intitulée With Love, Sean Combs, il parlait de sa nouvelle mission de vie, une mission selon lui envoyée par Dieu. Il déclarait « Je sens que Dieu m'a envoyé. Dieu a mis sur mon cœur une question. Quel est ton but ? Je me suis mis à réfléchir à tout ça, en écoutant des prédicateurs et d'autres parler du sens de la vie. Et je me suis dit, ai-je vraiment trouvé mon but ? Je sais que je gagne de l'argent, que je réussis, que je change les règles du jeu, mais est-ce vraiment mon but ? Et puis j'ai prié, et Dieu m'a dit, ton but est de jouer un rôle dans le salut de la race noire. Le même homme qui, toute sa carrière, a piégé ces artistes noirs dans des contrats destinés à l'enrichir à leurs dépens. Le même homme qui a menti sur la mort de gamins à un concert, prétendant avoir tenté de les sauver alors qu'il avait fui. Le même homme qui a témoigné contre Shyne en voyant son propre protégé en prison pour 10 ans au lieu de dire la vérité. Le même homme qui a manipulé le jeune Usher.
La liste est interminable. Et ce n'est même pas évoquer les rumeurs persistantes selon lesquelles il aurait commandité la mort de Biggie Smalls, son associé et supposé meilleur ami. Voilà l'homme qui affirmait vouloir sauver la race noire. L'hypocrisie est si énorme qu'elle en devient presque inimaginable. Pendant ce temps, Diddy continuait à multiplier les déclarations douteuses. Dans ce même article, il se lançait dans un projet mégalomane. Il voulait se rebaptiser Love, parler de progrès et d'égalité, des mots creux à l'époque, mais aujourd'hui, il résonne d'une manière glaçante quand on sait ce qu'il faisait en coulisses. Il disait « Le mouvement MeToo m'a inspiré, ça m'a montré qu'on pouvait obtenir un changement maximum. » Le journaliste rapportait qu'il avait même lancé un programme de formation à la diversité, pompeusement baptisé The Excellence Programme, censé soutenir de jeunes aspirants dirigeants issus de communautés sous-représentées. Mais le plus ridicule fut quand il déclara « Je n'ai pas été envoyé ici pour juste accomplir des succès personnels, mais pour passer du je au nous et créer de vrais changements, apportant un succès collectif à tous. » Comme si lui avait jamais fait autre chose que traumatiser, abuser et exploiter. Même avant que la vérité n'éclate, beaucoup dénonçaient déjà son hypocrisie. Connaissant son passé d'affaires louches, entendre Diddy parler de sauver sa communauté paraissait absurde. Mais aujourd'hui, à la lumière de ce que l'on sait, ses interviews révèlent à quel point son mal était enraciné. Pendant qu'il prêchait l'amour, l'unité et la générosité, il exploitait déjà ses pairs noirs dans ses contrats et abusait des femmes noires dans l'ombre. Et pourtant, même quelques mois avant la plainte explosive de Cassie Ventura, Diddy recevait encore des honneurs prestigieux. Un Global Icon Award au Video Music Awards, puis la clé de la ville de New York, remise par le maire Eric Adams. Il soignait méticuleusement son image. Pour beaucoup, il restait l'homme qui ouvrait des écoles, fondait des associations, incarnait la réussite noire contre toute attente. La quintessence de la Black Excellence. Mais même ça, ce n'était qu'une façade. En 2016, il avait ouvert une école à Harlem. Il en avait fait un coup médiatique énorme, se félicitant publiquement de sa générosité, promettant des opportunités nouvelles pour les enfants défavorisés, comme lui à son époque. Sauf qu'ensuite, les parents rapportèrent que l'école était mal gérée, sous-financée, minée par un turnover incessant des enseignants et par la violence des élèves. Avec Diddy, c'était toujours la même logique, attirer l'attention, cultiver l'image de l'homme généreux, alors que tout n'était qu'illusion. N'importe quelle autre personne, confrontée à une réputation aussi entachée, aurait choisi de disparaître des projecteurs. Mais pas lui. Son narcissisme et son absence totale de conscience l'ont poussé à chercher toujours plus de visibilité. Et au final, cette obsession à rester sous les feux de la rampe a accéléré sa chute. Les discours motivationnels, les campagnes de communication, les vidéos sur ses yachts en Italie, s'il n'avait pas autant dépensé d'énergie et d'argent à s'exhiber, son histoire ne serait peut-être pas devenue aussi énorme. Parce qu'au fond, le monde savait déjà. Et maintenant qu'il est assis dans une cellule fédérale, attendant un procès où il risque entre 15 ans et la perpétuité, malgré tous ses efforts pour contrôler le récit, rien n'a fonctionné. Jette un œil aux absurdités qu'il avait fait écrire dans sa propre biographie. Sean Combs avait seulement 2 ans quand il a découvert sa passion. Sa mère l'avait habillé pour un défilé à la crèche, et dès qu'il a vu la lumière des projecteurs, il a voulu voler la vedette. Ce qu'il avait accompli par la mignonnerie à 2 ans, il l'a répété toute sa vie grâce au travail et à la détermination. Ce genre de récit ridicule montre à quel point Diddy était aveuglé par son ego. Malgré sa fortune et son succès, il n'a jamais su rester discret assez longtemps pour cacher ses crimes monstrueux. Les rumeurs, elles, circulaient depuis des décennies. La vieille blague, si tu veux un contrat dans le rap, il faut coucher avec Diddy. Un running gag au point que beaucoup répétaient ça sans même savoir d'où ça venait. Mais en réalité, ce n'était peut-être pas une blague. De grandes figures comme Eminem, 50 Cent, Cat Williams ou Kanye West ont exprimé publiquement leur mépris pour lui. Et même sans les rumeurs, sa carrière d'homme d'affaires était déjà plus que douteuse. Exploiter ces artistes n'était pas une rumeur, c'était un fait. Tout le monde le savait. Et comme il adorait la célébrité, il était partout. Talk shows, interviews, remises de prix, toujours à se montrer, toujours à se féliciter, comme s'il célébrait le fait d'avoir échappé à la justice. Diddy n'avait pas de fans. Il avait du pouvoir, de l'influence, et il savait la convertir en attention médiatique. Et maintenant,
assis dans une prison fédérale, le secret est tombé. Il n'était pas seulement un homme d'affaires douteux, ses magouilles n'étaient qu'une couverture pour quelque chose de bien pire. Toutes les rumeurs étaient vraies, et plus encore. Et si tu veux vraiment comprendre ce qui se passait derrière le rideau, il faut regarder du côté de ces femmes, car ce sont elles qui l'ont le plus connu. Ce sont elles qui ont partagé sa vie dans l'intimité. Et donc, quand la vérité a commencé à émerger, c'est vers elles que les regards se sont tournés. Parmi toutes les femmes liées à Diddy, Kim Porter occupe une place particulière. Elle avait rencontré Diddy alors qu'elle travaillait comme réceptionniste chez Uptown Records, son premier label. Ils ont vécu une relation tumultueuse pendant près de 15 ans, donnant naissance à 3 enfants, et Diddy avait même adopté Quincy, le fils aîné de Kim. Kim elle-même était une femme accomplie. Actrice, mannequin de couverture prestigieuse, entrepreneuse à Atlanta, elle avait aussi contribué au lancement de la carrière de Janelle Monáe. Mais en 2018, sa vie s'est brutalement arrêtée. À seulement 47 ans, elle est morte d'une pneumonie foudroyante. Pour Diddy, ce fut un choc. La mère de ses enfants, une figure centrale de sa vie, partit en quelques jours. Il a multiplié les hommages sur les réseaux sociaux. Depuis 3 jours, j'essaie de me réveiller de ce cauchemar, mais je n'y arrive pas. Je ne sais pas ce que je vais faire sans toi. Tu me manques tellement. Puis, nous étions plus que des meilleurs amis. Nous étions plus que des âmes sœurs. Nous étions quelque chose d'autre. En façade, le deuil était sincère. Mais très vite, les théories ont commencé à surgir. Car les circonstances de sa mort étaient étranges. Comment une femme de 47 ans, riche, en bonne santé, vivant dans un quartier chic de Los Angeles, avec accès à tous les soins possibles, pouvait mourir d'une pneumonie en moins de 4 jours, sans être hospitalisée? La question restait en suspens. Rapidement, des rumeurs ont circulé. Certains affirmaient que Kim écrivait un livre explosif, révélant le vrai visage de Diddy et la nature abusive de leur relation. L'autopsie, restée inconclusive pendant plus de 2 mois, n'a confirmé la pneumonie qu'après l'arrivée d'un nouveau médecin légiste. D'autres rappelaient que la pneumonie pouvait être induite artificiellement, notamment par le ricin, un poison issu de graines de ricin. Rien n'a jamais été confirmé, mais l'ombre du doute planait. Pour beaucoup, la mort de Kim Porter n'était pas une tragédie naturelle, mais un chapitre sombre de plus dans la légende noire de Diddy. Et ce n'était que la pointe de l'iceberg. Jennifer Lopez, elle aussi, avait été liée à Diddy. Leur relation, courte mais médiatisée, a laissé des traces. Depuis les accusations contre lui, chaque apparition publique de J-Lo était scrutée. Et beaucoup se rappelaient un détail, elle était présente la nuit de la fusillade qui envoya l'artiste Shyne en prison pour 10 ans. Un crime que plusieurs témoins ont affirmé que Shyne n'avait pas commis. Diddy, lui, avait témoigné contre lui. Depuis, Jennifer Lopez évite soigneusement le sujet. À un événement récent, elle a quitté précipitamment une séance de dédicace lorsqu'on lui a posé une question sur Diddy. Elle a décrit leur relation comme tempétueuse et émotionnellement épuisante. Des sources affirmaient que son infidélité répétée avait précipité leur rupture. Son ex-mari, lui, a affirmé qu'elle avait assisté à plusieurs soirées douteuses organisées par Diddy. Aujourd'hui, son silence en dit long, car fuir chaque fois qu'on mentionne son nom donne l'impression qu'il y a quelque chose à cacher. Mais en novembre 2023, ce fut Cassie Ventura qui fit éclater la vérité au grand jour. Cassie, chanteuse et mannequin à succès, avait partagé la vie de Diddy pendant plus d'1 décennie, et son témoignage allait tout changer. Elle déposa un dossier de 35 pages rempli d'accusations terrifiantes. Ce qu'elle révélait confirmait presque toutes les rumeurs qui avaient circulé sur Diddy, et en ajoutait de nouvelles, encore plus horribles. Dès l'introduction, le ton était glaçant. En 2022, lors de son discours aux BET Awards, Diddy avait remercié Cassie pour l'avoir soutenue dans les moments sombres. Mais la vérité, selon elle, c'est qu'elle avait passé ces moments sombres à être piégée par lui dans un cycle d'abus, de violence et de trafic. Le dossier détaillait des agressions physiques violentes, souvent lorsqu'elle essayait de le quitter, des coups entraînant bleu, sang et blessures, l'explosion de la voiture d'un homme qui s'était rapproché d'elle, des soirées sexuelles forcées avec des travailleurs du sexe masculin, filmés par Diddy et baptisés freak-offs. L'obligation de porter une arme dans son sac, uniquement pour la déstabiliser.
une consommation forcée d'alcool et de drogue qui l'a laissée malade et dépendante. Le dossier décrivait aussi des scènes dignes d'un cauchemar. Didi, suspendant un ami de Cassie au-dessus d'un balcon d'hôtel sous la menace de le lâcher. Ce document de 35 pages était trop choquant pour être lu en entier sur une plateforme publique. Mais le contenu parlait de terreur quotidienne, d'une vie brisée, d'une emprise totale. La réaction fut immédiate. Un jour après le dépôt de la plainte, Didi signait un chèque de 30 millions de dollars pour régler l'affaire à l'amiable. Puis publiait un communiqué froid, souhaitant le meilleur à Cassie et sa famille. Cassie, elle, obtenait une forme de clôture. Mais le monde, lui, venait d'ouvrir les yeux. Car cette plainte n'était pas un cas isolé. Tout au contraire. Elle révélait un système entier, une obsession pathologique qui avait structuré toute la vie de Didi. Et désormais, ce n'était plus une rumeur. C'était écrit noir sur blanc. La plainte de Cassie avait ouvert les vannes, car très vite d'autres voix se sont levées. Et ce qui suivit confirma une chose, Didi n'était pas seulement un prédateur isolé, mais l'architecte d'un mode de vie centré sur l'abus. L'un des premiers à parler fut Rodney Lil Rod Jones, producteur nommé aux Grammy Awards. Il avait travaillé aux côtés de Didi pendant 14 mois, produisant 9 morceaux de l'album Off the Grid. En février 2024, il déposa un dossier de 73 pages, il y affirmait posséder des preuves accablantes. Meek Mill, vu sur le yacht de Didi en compagnie de mineurs. Usher, présent chez Didi, également en contact avec des mineurs. Didi offrant des boissons droguées à des adolescents dans sa propre maison. Mais Rodney ne se contentait pas de dénoncer ce qu'il avait vu. Il décrivait aussi ses propres expériences. Selon lui, Didi l'avait harcelé sexuellement de façon constante à Los Angeles, New York, en Floride et dans les îles Vierges américaines. Il racontait avoir été peloté sans cesse, sans son consentement. Forcé de travailler dans la salle de bain de Didi, pendant que ce dernier se promenait nu ou se douchait derrière une vitre transparente. Rodney, hétérosexuel et chrétien pratiquant, avait exprimé son malaise. La réponse du chef de staff de Didi ? Tu sais, Sean sera toujours Sean. Il minimisait les attouchements, disant que c'était sa façon de montrer qu'il t'apprécie. Le dossier allait encore plus loin. Il incluait des photos montrant l'acteur Cuba Gooding Jr. en train d'agresser Rodney Jones, un comportement déjà connu de la star. Il décrivait aussi Christina Coram, l'assistante personnelle de Didi depuis longtemps, comme une sorte de Ghislaine Maxwell, l'équivalent de l'acolyte d'Epstein. Dans ce procès, Christina était accusée de gérer l'approvisionnement en drogue et en prostituées pour Didi. Cocaïne, GHB, ecstasy, marijuana, champignons, distribués non seulement à Didi, mais aussi à ses invités. Elle forçait même Rodney à porter la pochette de drogue de Didi contre sa volonté. Dans une interview donnée 6 mois après, Rodney, désormais caché et incapable de travailler dans l'industrie, déclara « C'est un monstre. Il fera tout ce qui est nécessaire pour obtenir ce qu'il veut. Il ne connaît pas le mot non. » L'avocat de Didi tenta de discréditer cette plainte, la qualifiant de chasse au cash. Mais il était trop tard. L'opinion publique avait déjà tranché. Chaque détail semblait crédible. Et Rodney n'était pas seul. Peu après, Dawn Richard, membre du groupe Danity Kane, s'exprima à son tour. Elle avait connu Didi dès 2004, en participant à son émission MTV Making the Band. Elle décrivit un homme qui faisait répéter ses artistes jusqu'à 48 heures d'affilée, sans nourriture ni pause, instaurant une culture de la peur. Elle raconta aussi des réunions forcées dans son bureau pendant qu'il était en sous-vêtements, des attouchements pendant les essayages de costumes, un incident en 2010 où il tenta de la frapper après qu'elle lui avait demandé d'arrêter ses insultes en public. Ces témoignages montraient tous le même schéma: contrôle, intimidation, humiliation, mais certaines plaintes allèrent encore plus loin. Certaines évoquaient des victimes bien plus jeunes, des accusations si sombres que les détails ne pouvaient même pas être cités publiquement sans risque de censure. Certaines mentionnaient des victimes de moins de 18 ans, voire de 10 ans. Beaucoup craignaient que certaines affaires soient peut-être exagérées, voire inventées, mais un nom revenait sans cesse: Tony Buzbee. Cet avocat texan, controversé mais influent, avait déjà représenté des dizaines de victimes dans des affaires médiatisées. C'est lui qui se chargeait désormais de la majorité des plaintes contre Didi. Et il affirmait qu'il allait en déposer plus de 100 autres. Alors bien sûr, certains le soupçonnaient de chercher le jackpot, mais pour beaucoup,
Même si 10% seulement des accusations étaient vraies, c'était déjà assez pour peindre un tableau effroyable. Car les photos, les vidéos et les premiers procès validés confirmaient l'essentiel. Les rumeurs étaient fondées. Et bientôt l'affaire changea de dimension, car un acteur plus puissant encore allait entrer en scène, le gouvernement fédéral des États-Unis. Lorsque Cassie a déposé sa plainte, l'image publique de Diddy s'est effondrée en quelques heures. Mais sur le plan légal, il était encore un homme libre. Pendant plusieurs mois, malgré l'avalanche d'accusations, il continuait à circuler, riche, puissant, jusqu'à ce que le gouvernement fédéral décide de bouger. Il faut comprendre une chose, les fédéraux ne se précipitent jamais. Quand le Department of Homeland Security, DHS, s'intéresse à toi, c'est qu'ils ont décidé que tu étais déjà fini. Leur taux de réussite frôle la perfection. En 2022, selon le Pew Research Center, moins d'1% des inculpés fédéraux ont été acquittés. Sur 71 000 accusés, seuls 290 ont été relâchés. Et moins de 2% des affaires sont même allées jusqu'au procès. Pourquoi ? Parce que dans 90% des cas, les inculpés plaident coupables, sachant que résister ne ferait qu'aggraver leur sort. Les fédéraux ne perdent pas, et désormais leur regard était braqué sur Sean Combs. 10 mois après la plainte de Cassie, tout bascula. Les fédéraux choisirent leur moment. Un matin, dans le hall d'un hôtel new-yorkais, ils passèrent les menottes à Diddy, mais avant d'en arriver là, ils avaient pris leur temps pour bâtir un dossier en béton. 4 mois après la plainte de Cassie, et seulement 1 mois après celle de Rodney Lil'Rod Jones, le DHS frappa. En mars, ils perquisitionnèrent de ses résidences de Miami et Los Angeles. Ils saisirent plus de 95 appareils électroniques. Téléphones, ordinateurs, disques durs. Et selon les rapports, ils mirent aussi la main sur des armes fantômes, armes sans numéro de série et des munitions illégales. Le même jour, Diddy fut intercepté à l'aéroport, quelques instants avant de monter dans son jet privé en direction d'Antigua, dans les Caraïbes. Tentait-il de fuir ? Impossible à dire. Mais une chose est certaine, il ne monta pas dans cet avion. Les fédéraux venèrent de l'empêcher de quitter le pays. À partir de là, Diddy entra dans une période d'ombre. 6 mois passés à se cacher, à se faire discret. Mais le monde savait que l'étau se resserrait. Les fédéraux observaient, accumulaient, bâtissaient leur dossier. Puis, 7 mois après la plainte de Cassie, un élément changea tout. La chaîne CNN publia une vidéo de surveillance. Les images montraient Diddy frappant violemment Cassie dans un hôtel. Preuve irréfutable. Preuve que ses dénégations publiques n'étaient que mensonges. Face à ça, Diddy tenta un coup désespéré. Une fausse excuse publique. Une vidéo dans laquelle il s'excusait mollement, parlant de ses erreurs et de son parcours, mais sans jamais reconnaître la gravité de ses actes. La réponse de l'avocat de Cassie fut cinglante. La déclaration de M. Combs en dit plus sur lui-même que sur les nombreuses victimes qu'il a détruites. Il n'a jamais reconnu la vérité tant qu'il n'y avait pas de preuves irréfutables. C'est pathétique, et personne ne sera dupe. Et en effet, personne ne fut dupe. Quelques semaines plus tard, les fédéraux déposèrent une plainte d'une ampleur inédite. United States of America versus Sean Combs. 3 chefs d'accusation, conspiration de racket, trafic sexuel par la force, transport à des fins de prostitution. À ce stade, tout doute possible avait disparu. Diddy n'était plus seulement un homme détesté par le public, il était devenu la cible de la machine judiciaire la plus puissante du monde. Et ce qui allait suivre ne ferait que confirmer que son masque était définitivement tombé. Face à l'énormité des accusations, Diddy adopta une stratégie simple. Tout nier. Dans chaque communiqué, chaque vidéo, chaque intervention de son équipe, le mot d'ordre était le même, ce sont des mensonges. Je suis innocent. Mais cette posture, au lieu de le sauver, creusait encore plus sa tombe. Peu après la plainte de Cassie, une autre femme anonyme porta plainte pour une agression sexuelle commise dans le studio de Diddy au début des années 2000. Cette plainte était déposée par le même avocat que Cassie, celui qui avait aussi représenté les accusatrices de Bill O'Reilly et Harvey Weinstein. Le dossier comprenait même des photos de la victime dans le studio, assise sur les genoux de Diddy. Et pourtant Diddy persista, il déclara publiquement « Depuis des semaines, je regarde en silence des gens tenter d'assassiner mon caractère, détruire ma réputation et mon héritage. Ces accusations sont grotesques. Je n'ai jamais rien fait de ce qu'on m'impute. Je me battrai pour mon nom,
ma famille et la vérité. Mais à ce stade, tout sonnait creux, car le monde avait déjà vu la vidéo de CNN, preuve irréfutable de son comportement violent. Ces dénégations n'étaient plus seulement inutiles, elles étaient devenues ridicules. Et autour de lui, le cercle proche tenta aussi de limiter les dégâts. Certains amis de longue date prirent la parole dans des interviews, mais uniquement pour parler de souvenirs anciens, comme s'ils voulaient se protéger sans jamais aborder la vérité. Ils insistaient sur l'homme généreux qu'ils avaient connu autrefois, évitant soigneusement tout commentaire sur les accusations actuelles. D'anciens employés, eux, racontèrent une autre histoire. Ils évoquaient la peur constante, l'atmosphère oppressante qui régnait dans ses bureaux et ses maisons. Ils décrivaient un patron imprévisible, colérique, capable de passer d'un sourire à une explosion de rage en quelques secondes. Un homme dont le pouvoir écrasait tout et qui transformait chaque relation en rapport de force. Ce contraste entre la version aseptisée donnée par ses alliés et la réalité décrite par ses victimes ne fit qu'aggraver la situation. Le monde voyait clairement la dissonance. Personne n'était dupe. Mais la palme du ridicule revint à son avocat. Lors d'une déclaration, il accusa les procureurs fédéraux de racisme, prétendant qu'ils voulaient abattre un homme noir qui avait réussi. Dans le même souffle, il tenta d'expliquer les quantités massives de lubrifiants et d'huile pour bébé trouvées chez Diddy en disant « c'est simplement parce qu'il aime acheter en gros chez Costco ». Une défense grotesque, au point que son ancienne équipe juridique décida d'abandonner l'affaire. Il savait qu'il ne pouvait pas gagner. À ce moment-là, même ses proches collaborateurs commençaient à l'abandonner. Et pourtant Diddy refusait d'admettre quoi que ce soit. Il continuait de répéter qu'il était innocent, allant jusqu'à demander que les noms de ses accusatrices soient rendus publics. Mais les procureurs révélèrent bientôt pourquoi. Diddy avait tenté de manipuler des témoins. Il avait contacté certaines victimes, leur offrant de payer leur loyer ou d'autres avantages en échange de leur soutien public. Un appel téléphonique enregistré montrait clairement son offre de corruption. C'était la preuve que même face à la justice, même sous enquête fédérale, Diddy restait ce qu'il avait toujours été. Un homme prêt à tout pour contrôler l'histoire. 3 fois, il demanda une libération sous caution. 3 fois, les juges refusèrent, invoquant son risque de fuite, ses tentatives d'intimidation de témoins et son pouvoir d'influence, qui rendait impossible la garantie de sécurité pour les victimes. Alors il resta enfermé au Metropolitan Detention Center, un établissement connu pour ses conditions horribles où avaient déjà été détenus R. Kelly, Sam Bankman-Fried ou encore Ghislaine Maxwell. Voilà où en était Sean Combs, un homme qui avait tout, fortune, pouvoir, célébrité, désormais réduit à une cellule froide attendant un procès qui pouvait lui donner 15 ans à vie. Et pourtant, malgré la montagne de preuves, malgré les vidéos, malgré les dizaines de témoignages, il s'accrochait encore à son récit d'innocence, comme si son ego démesuré était incapable d'accepter la réalité. Mais la vérité, c'est que Diddy n'était pas seul dans ses crimes, car en grattant la surface, une autre question commençait à émerger. Qui d'autre savait ? Qui d'autre participait ? Et c'est là que l'histoire prend une tournure encore plus sombre, le réseau secret de Diddy. L'arrestation de Diddy aurait dû marquer la fin d'une histoire. Un monstre enfin derrière les barreaux, mais en réalité ce n'était que le début, car très vite, une autre question s'imposa. Comment a-t-il pu agir aussi longtemps, aussi ouvertement, sans que personne ne l'arrête ? La réponse était simple mais terrifiante, Diddy n'était pas seul. Il avait construit au fil des décennies un réseau puissant de célébrités, de politiciens, de magnats de l'industrie, une toile d'alliance et de complicité qui lui avait permis de se protéger et peut-être d'entraîner d'autres avec lui. Quand la lumière de la justice s'est tournée vers lui, le silence fut assourdissant. Tous ses amis de longue date, toutes ses connaissances haut placées, disparues. Pas une seule voix pour le défendre. Un contraste saisissant pour un homme qui avait passé sa vie entouré des plus grandes stars du monde. Diddy avait toujours été populaire. On le voyait avec Oprah, Ellen DeGeneres, Jay-Z, LeBron James, Kanye West, des dizaines d'alistes hollywoodiens. Il était partout, talk shows, clips, événements mondains, photos avec des politiciens influents. Et pourtant, au moment de sa chute, personne n'a pris la parole. Pas un mot pour le soutenir, pas un mot pour le condamner. Rien.
Un silence qui en disait plus long que n'importe quel communiqué. Car ce silence signifiait une chose. Beaucoup savaient. Les soirées de Diddy étaient célèbres depuis longtemps. Tout le monde savait qu'il s'y passait des choses étranges, trop étranges pour être ignorées. Des vidéos montraient des comportements troublants entre Diddy et certains artistes. Des célébrités entières défilaient dans ses villas, ses yachts, ses hôtels. Et les rumeurs persistaient, ce n'était pas de simples fêtes. C'était des chasses gardées, des lieux où se mêlaient drogue, sexe et exploitation. Comment croire que personne n'avait rien vu? Impossible. Parmi ses premiers soutiens, un nom revenait sans cesse. Clive Davis. Producteur légendaire, figure majeure de l'industrie musicale, il avait façonné les carrières de Whitney Houston, Aretha Franklin, Bruce Springsteen et des dizaines d'autres. C'est lui qui, au moment où Diddy avait été licencié de son premier poste, lui donna 50 millions de dollars pour lancer Bad Boy Records. Un geste généreux? Peut-être. Mais depuis, des rumeurs murmurent que cette relation n'était pas seulement professionnelle. Certains affirment que Clive Davis aurait demandé à Diddy ce que Diddy allait ensuite exiger de ses propres artistes, un mélange de loyauté absolue et d'intimité malsaine. Rien n'a jamais été confirmé, mais les zones d'ombre autour de Clive Davis et son rôle dans la carrière de Diddy nourrissent les soupçons d'un pacte fondateur. Et Clive n'était pas le seul. Diddy s'était rapproché de figures comme L.A. Reid et André Harrell, deux autres géants de l'industrie, eux aussi entourés de rumeurs d'abus et de corruption. Le schéma était clair, Diddy n'avait pas inventé ce système, il l'avait hérité, et il l'avait perfectionné, mais il ne s'était pas arrêté là. Il avait élargi son cercle, et très vite, ces soirées devenaient des carrefours de pouvoir. Des rappeurs, des acteurs, des sportifs, des politiciens, tous venaient, tous savaient, et pourtant tous se taisaient, car dans ce milieu, une règle primait, protéger son image. Et Diddy, maître de la manipulation, savait très bien s'en servir. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il filmait en secret certaines de ses fêtes, gardant des enregistrements compromettants sur ses invités. Assez de dossiers pour suspendre la moitié de Hollywood, selon certains. Alors quand il est tombé, pourquoi ce silence massif? Peut-être parce que ses amis avaient trop peur que leur propre nom soit révélé. Peut-être parce qu'ils savaient que si Diddy parlait, il ne tomberait pas seul. Tout cela mène à une conclusion troublante. Le cas Diddy n'est peut-être pas seulement l'histoire d'un homme corrompu. C'est peut-être la porte d'entrée vers une conspiration plus large, un réseau où l'argent, la célébrité et l'abus se mélangent dans un silence complice. Si les fédéraux ont ciblé Diddy, c'est aussi parce qu'ils savaient une chose, il n'avait jamais agi seul. Et quand on observe de plus près son cercle, ce constat devient glaçant, car les fêtes de Diddy, ses voyages, ses villas, tout cela était un aimant à célébrité. Des centaines d'artistes, d'acteurs, de sportifs, d'animateurs de télévision y sont passés. Et ce qui se passait derrière ces portes fermées, beaucoup l'ont vu, mais personne n'a jamais parlé. Prenons Justin Bieber et Usher. Diddy les a côtoyés dès leur adolescence. Il a même raconté publiquement qu'il avait laissé Justin Bieber dormir chez lui, en riant de l'idée qu'il ne se souvenait même plus ce qu'ils avaient fait ensemble. Une déclaration qui, à l'époque, paraissait bizarre. Aujourd'hui, elle glace le sang. Usher, lui, avait à peine 14 ans quand il a commencé à vivre chez Diddy. Des vidéos existent, où Diddy raconte comment il l'a formé, comment ils passaient leur journée à sortir en boîte. Encore une fois, ce qui paraissait étrange hier prend aujourd'hui une tournure sinistre. Et ils ne sont pas les seuls. La famille Kardashian, par exemple, était régulièrement associée à ces soirées. Kim, Khloé, Kourtney, toutes ont parlé de lui comme d'un ami proche. Dans une interview, Kim décrivait une fête où la moitié des invités étaient nus, citant Diddy, Quincy et un jeune Bieber comme participants. Oprah Winfrey elle-même, symbole d'inspiration et de respectabilité, est apparue à ses côtés lors de multiples événements. Elle fréquentait également Harvey Weinstein. Ses liens avec Diddy posent aujourd'hui des questions troublantes. Savait-elle vraiment qui il était ou a-t-elle choisi de fermer les yeux? Et que dire de ses apparitions incessantes avec Jay-Z? Les deux hommes aimaient se filmer ensemble, proclamant leur excellence noire, trinquant au champagne devant les caméras. Mais derrière les verres de cristal, derrière l'image de réussite, il y avait un empire d'abus. Ce contraste est insoutenable. Comment tout Hollywood a-t-il pu ignorer ce qui se passait? La vérité est peut-être encore plus sombre. Beaucoup n'ont pas ignoré. Beaucoup savaient.
Et beaucoup avaient peur. Des rumeurs persistantes affirment que Didi enregistrait en secret ses soirées, filmant les invités dans des situations compromettantes. Certains disent qu'il avait assez de dossiers pour faire tomber la moitié de Hollywood. Personne ne peut le prouver, mais personne ne peut l'exclure non plus. Ce silence collectif, cette absence totale de défense publique après son arrestation, ne peut pas être un hasard. Des stars qui passent leur temps à donner leur avis sur tout, à s'exprimer sur les réseaux, à surfer sur chaque polémique, et soudain, face au scandale le plus explosif de la décennie, rien. Ce silence est une réponse en soi. C'est la preuve qu'il y a des choses à cacher. Et plus le temps passait, plus la peur grandissait. Car si Didi parlait, s'il décidait d'entraîner d'autres avec lui, la liste serait longue. Très longue. Dans cette logique, son arrestation n'était peut-être pas seulement la chute d'un homme, c'était le premier domino. Un signal que d'autres pourraient suivre. Hollywood, la musique, le sport, la politique. Tous ces mondes qui s'étaient entremêlés dans ces soirées décadentes savaient une chose. Si Didi tombait, personne n'était vraiment à l'abri. L'arrestation de Didi n'a pas seulement détruit sa carrière, elle a aussi révélé à quel point son entourage immédiat était prêt à tout pour le défendre, même face à l'évidence. Car malgré la montagne de preuves, malgré les vidéos, malgré les dizaines de témoignages, il y eut un phénomène étrange. Son cercle le plus proche se mit en rang derrière lui. Ses 7 enfants, certains adultes, publièrent un communiqué solennel sur Instagram. Le mois dernier a dévasté notre famille. Beaucoup ont jugé notre père et nous-mêmes sur la base d'accusations, de théories du complot et de récits mensongers amplifiés sur les réseaux sociaux. Mais nous restons unis. Nous te soutenons à chaque étape. Nous croyons en la vérité et nous savons qu'elle triomphera. Rien ne brisera la force de notre famille. Nous t'aimons, papa. Des mots lourds de sens, mais terriblement décalés, car ils furent publiés après la diffusion de vidéos montrant Didi frappant violemment Cassie dans un hôtel. Des images qui auraient dû clore tout débat, mais pour ses enfants, il restait innocent. Sa mère, Janice Combs, alla encore plus loin. Elle publia une lettre publique décrivant l'affaire comme un lynchage médiatique. « Je suis dévastée et profondément attristée. Ceci ressemble à un lynchage public de mon fils, avant même qu'il n'ait la possibilité de prouver son innocence. Voir le monde se réjouir de la destruction de sa vie est une douleur que je n'oublierai jamais. Mon fils n'est pas le monstre qu'ils décrivent. Je prie pour qu'il soit enfin lavé de ses mensonges. » Un texte effarant, comparant l'arrestation pour trafic sexuel à un lynchage, insulte directe aux vraies victimes. Et pendant ce temps, son équipe juridique tentait une autre approche, le détournement médiatique. L'un de ses avocats affirma que les procureurs fédéraux agissaient par racisme, cherchant à détruire un homme noir qui avait réussi. Puis, dans une défense devenue virale, il expliqua la présence de dizaines de litres d'huile pour bébé et de lubrifiants trouvés chez Didi par une excuse grotesque. Il aime simplement acheter en gros chez Costco. Une phrase qui provoqua des rires nerveux partout dans le monde, mais qui montrait surtout une chose, il n'avait plus aucun argument sérieux, à tel point que plusieurs de ses anciens avocats abandonnèrent l'affaire. Ils savaient que le dossier était perdu d'avance. Mais malgré tout, Didi continuait à nier. Il exigea même que les noms de ses accusatrices soient rendus publics, prétendant vouloir éviter de fausses plaintes. Les procureurs révélèrent alors que ses intentions étaient beaucoup plus sombres. Il avait contacté directement certaines victimes, leur proposant de l'argent et des faveurs en échange de leur soutien public. Un enregistrement montrait clairement Didi offrir de payer le loyer d'une femme si elle acceptait de le défendre publiquement. Ce n'était plus seulement un prédateur. C'était un homme qui, même face à la justice, continuait à manipuler et corrompre. 3 fois, il demanda une libération sous caution. 3 fois, les juges refusèrent. Les raisons ? Risque de fuite, antécédent d'intimidation de témoins, influence démesurée, rendant impossible la sécurité des victimes. Il resta donc enfermé au Metropolitan Detention Center, une prison tristement célèbre où avaient déjà été incarcérés R. Kelly, Sam Bankman-Fried et Ghislaine Maxwell. Et dans le monde extérieur, les médias se déchaînaient. Chaque jour, de nouveaux détails sordides émergeaient, chaque jour Didi s'enfonçait un peu plus dans l'image d'un prédateur sans remords. Mais au-delà de l'individu, une question plus lourde commençait à s'imposer. Et son réseau ? Car si Didi tombait,
Qui d'autre risquait d'être entraîné dans sa chute? Mais l'affaire Diddy ne se limitait pas à ses crimes personnels, car chaque jour de nouvelles révélations sortirent dans la presse, exposant une réalité encore plus vaste, un empire bâti sur la peur et le contrôle. Des anciens collaborateurs racontaient la pression constante, les menaces voilées, l'impression que rien n'arrivait par hasard. Certains disaient avoir été suivis, intimidés, contraints de signer des accords de confidentialité qui les muselaient à jamais. D'anciens gardes du corps expliquaient comment Diddy les utilisait pour surveiller ses partenaires, ses invités et même ses propres employés. Ils décrivaient un homme obsédé par l'idée que tout le monde lui appartenait. Rien ni personne n'échappait à son regard. Les journalistes, eux, se penchèrent sur ses finances. Et là encore, ils découvraient des anomalies, des sociétés écrans, des transferts d'argent suspects, des comptes offshore. Tout indiquait qu'il avait passé des années à dissimuler non seulement ses crimes, mais aussi ses profits. Chaque enquête ajoutait une couche de noirceur. Chaque témoignage venait renforcer le portrait d'un homme qui n'avait jamais reculé devant rien, un homme qui utilisait son argent pour acheter des silences, son pouvoir pour manipuler et sa célébrité pour se protéger. Et plus les preuves s'accumulaient, plus le monde comprenait que Diddy n'était pas un cas isolé. Il était le visage d'un système où la vérité était toujours étouffée, jusqu'au jour où elle éclate enfin. Ses avocats, eux, redoublaient de déclarations absurdes. Ils dénonçaient une cabale raciste. Ils accusaient les procureurs de vouloir détruire un homme noir prospère. Ils tentaient même de justifier l'injustifiable, comme ces litres d'huile pour bébé retrouvés chez lui, expliqués par des achats en gros chez Costco. Une défense tellement grotesque que plusieurs de ces juristes démissionnèrent. Ils savaient qu'ils se battaient une cause perdue. Dans les médias, l'image de Diddy devint celle d'un prédateur pathétique, incapable d'assumer ses actes. Chaque reportage soulignait l'écart entre l'homme qui prêchait l'amour et la communauté et celui qui battait ses compagnes et manipulait ses artistes. Chaque nouvelle fuite ajoutait une couche de dégoût. Même les journaux qu'il avait célébrés par le passé, comme Vanity Fair ou Rolling Stone, ne pouvaient plus défendre son image. Les titres devenaient implacables. La chute d'un empire. Le masque est tombé, de la black excellence à la prédation. Et au fur et à mesure que les témoignages s'accumulaient, une évidence s'imposait. Diddy ne sortirait jamais indemne, car au-delà de l'homme, c'est tout un système qui apparaissait. Un système d'abus, couvert par le silence, protégé par l'argent et le pouvoir. Et son effondrement révélait à quel point l'industrie du divertissement, dans son ensemble, était complice. À présent, Diddy n'était plus qu'un symbole, celui d'un monde où la célébrité, le sexe et l'argent se mélangent dans une omerta destructrice. Un monde où, quand un homme tombe, c'est toute une génération de complicité qui tremble avec lui. Pour comprendre Diddy, il faut comprendre son réseau, car Sean Combs n'était pas un électron libre. Il faisait partie d'un système plus ancien, plus vaste, qui existait avant lui et qui existera sans doute après. Au cœur de ce système, un nom revient sans cesse, Clive Davis. Véritable légende de la musique, 5 Grammy Awards, l'homme qui a façonné les carrières de Whitney Houston, Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Billy Joel, Pink Floyd et tant d'autres. C'est lui qui, dans les années 1990, tendit la main à un jeune Diddy, fraîchement licencié de son premier poste dans l'industrie. Alors que Diddy n'avait que quelques années d'expérience, Clive Davis lui offrit 50 millions de dollars pour lancer Bad Boy Records, un geste qui fit de lui un magnate du jour au lendemain. Un geste généreux ou le signe d'autre chose? Car depuis, les rumeurs persistent. Clive Davis aurait exigé de Diddy ce que Diddy, plus tard, exigea de ses propres artistes. Un mélange de loyauté absolue, d'intimité trouble et de silence. Rien n'a jamais été prouvé, mais le fait que Clive Davis apparaisse dans les sphères les plus sombres de l'industrie n'a jamais cessé d'alimenter les soupçons. Notamment ce jour où, alors que Whitney Houston venait d'être retrouvée morte dans sa chambre d'hôtel, Clive organisait une fête dans le même bâtiment. Un détail qui à lui seul brosse un tableau glaçant. Clive Davis n'était pas seul. L.A. Reid, autre producteur influent, est lui aussi cité depuis des années dans des rumeurs d'abus. Même chose pour Andre Harrell, mentor de Diddy, qu'il avait recruté chez Uptown Records au début de sa carrière. Tous ces noms composent un puzzle, un système
où le talent brut des artistes servait souvent de monnaie d'échange contre l'exploitation et le contrôle. Et Diddy n'a pas fait qu'hériter de ce système. Il l'a amplifié, il a perfectionné les méthodes utilisant contrats, drogue, fêtes et intimidation pour bâtir un empire de dépendance autour de lui. Ces soirées n'étaient pas de simples célébrations, c'étaient des rituels de pouvoir, des lieux où il testait la loyauté de ses invités, où chacun savait que franchir les limites était une condition implicite pour rester dans son cercle. On dit qu'il filmait ses soirées en secret, accumulant une bibliothèque d'images compromettantes, des archives capables de faire tomber des carrières entières. Et quand on observe le silence massif qui a suivi son arrestation, cette hypothèse paraît plus plausible que jamais. Car soyons clairs, si Diddy était seul, Hollywood se serait empressé de l'enterrer. Chacun aurait pris la parole pour se désolidariser de lui, pour dénoncer ses abus, pour se donner une image de vertu. Mais à la place, il y eut le silence. Un silence qui résonnait comme un aveu. Ce silence signifiait que beaucoup savaient. Et peut-être que beaucoup participaient. Ainsi, l'affaire Diddy ne révèle pas seulement la chute d'un homme. Elle met en lumière un système de prédation, transmis de génération en génération dans l'industrie musicale, protégé par l'argent et le pouvoir. Et si Diddy tombe, combien d'autres pourraient tomber avec lui ? Le réseau de Diddy ne se limitait pas aux magnates de l'industrie. Il s'étendait à tout Hollywood, à la pop culture entière. Et les noms qui apparaissent donnent une idée de l'ampleur du problème. Justin Bieber, par exemple. Encore adolescent, il était proche de Diddy, au point que ce dernier plaisantait ouvertement sur les nuits qu'ils passaient ensemble. Il riait devant les caméras, en disant qu'il ne se souvenait même plus de ce qu'ils avaient fait. Une phrase étrange alors, mais aujourd'hui terrifiante. Usher aussi avait vécu une expérience similaire. À seulement 14 ans, il s'était installé chez Diddy. Les deux passèrent leur journée et leur nuit dans un univers d'adultes, boîtes de nuit, fêtes, luxe. Diddy parlait de lui comme d'un protégé. Mais avec le recul, ce mot prend une dimension inquiétante. Puis il y avait les Kardashian. Kim, Khloé, Kourtney. Elles fréquentaient ses soirées, parlant de lui comme d'un ami. Dans une interview, Kim décrivit une fête où la moitié des invités étaient nus, ajoutant que Diddy, Quincy et un très jeune Justin Bieber étaient présents. Même Oprah Winfrey, symbole d'empathie et de respectabilité, faisait partie de son cercle. Elle participait à ces événements, l'affichait comme un proche. Elle était aussi liée à Harvey Weinstein. Était-elle dupée ou choisissait-elle simplement de se taire ? Dans les deux cas, son silence pèse lourd. Et puis il y avait Jay-Z, son plus proche allié dans l'industrie. Les deux hommes aimaient s'exhiber ensemble, vantant leur réussite, se filmant face au miroir, proclamant la Black Excellence. Mais derrière ces images triomphales se cachait un empire de prédation. Hollywood entier savait, car ces soirées n'étaient pas discrètes, elles étaient connues. Elles faisaient parler, elles laissaient filtrer des rumeurs depuis des décennies. Et pourtant quand il est tombé, le silence fut total. Personne pour dire « je ne savais pas ». Personne pour dire « je le condamne ». Rien. Ce silence est en soi une réponse. Il montre que beaucoup avaient peur. Peur de voir leur nom sortir. Peur de figurer sur une de ces vidéos que Diddy aurait filmées en cachette. Peur qu'un seul mot les entraîne dans sa chute. Car on le soupçonnait depuis longtemps. Diddy aurait accumulé des preuves compromettantes contre ses invités. Assez pour faire tomber des carrières entières. Peut-être même pour détruire des fortunes. Alors quand il est tombé, les langues ne se sont pas déliées. Elles se sont tues. Et ce silence assourdissant en dit long. Le cas Diddy révèle une vérité glaçante. Dans l'industrie du divertissement, le pouvoir et la peur suffisent à acheter le silence. Et si Sean Combs était le visage le plus visible de cette culture, il n'était sûrement pas le seul. Car à travers lui, c'est tout un système qui est exposé. Un système où des adolescents sont livrés à des prédateurs sous couvert de gloire, où des stars mondiales se taisent pour protéger leur carrière, où l'argent et la célébrité recouvrent les abus d'un vernis de luxe et de champagne. Et c'est peut-être là le vrai scandale, pas seulement ce que Diddy a fait, mais ce que tant d'autres ont vu, et ont choisi d'ignorer. Une chose est certaine, Sean Combs, alias Diddy, n'est plus l'homme qu'il était, l'homme qui trônait au sommet de l'industrie musicale, l'homme qui se pavanait sur les plateaux de télévision, entouré de stars et de luxe. Aujourd'hui, il est assis dans une cellule du Metropolitan Detention Center, une prison fédérale tristement célèbre. Ses demandes de libération sous caution ont été rejetées à 3 reprises. Les juges ont estimé qu'il représentait un risque de fuite,
qu'il avait déjà intimidé des témoins et qu'aucune condition de surveillance ne pouvait garantir la sécurité de ses victimes. Résultat, il reste derrière les barreaux en attendant son procès. Et la prison où il se trouve n'a rien de glamour. Le 650 est connu pour ses conditions terribles, surpopulation, violence, isolement. Parmi ses détenus célèbres figurent R. Kelly, Sam Bankman-Fried et même Ghislaine Maxwell. Didi partage désormais le quotidien de ceux qu'il méprisait autrefois. Mais au-delà de ses conditions de détention, c'est le poids du dossier qui l'écrase. 3 chefs d'accusation fédéraux peinent sur lui, conspiration de racket, trafic sexuel par la force, transport à des fins de prostitution. Des accusations qui, chacune, suffiraient à briser une vie. Réunies, elles forment une condamnation presque certaine, car les fédéraux n'engagent jamais une affaire sans être sûrs de leur victoire. Le taux de condamnation au niveau fédéral est implacable. Plus de 90% des inculpés plaident coupables pour éviter un procès encore plus sévère. Et ceux qui osent résister sont presque toujours écrasés. Didi le sait, son équipe le sait, ses proches le savent, pourtant il continue de nier, de proclamer son innocence, de se présenter comme victime d'une cabale médiatique et raciale. Ses enfants publient des messages de soutien, sa mère parle de lynchage médiatique, ses avocats dénoncent un complot, mais chaque communiqué sonne plus creux que le précédent, car le monde entier a déjà vu les vidéos, a déjà lu les témoignages, a déjà compris que le masque est tombé. Didi n'est plus un magnate, ni une star. Il est devenu un symbole de déchéance. L'incarnation d'un monde où la gloire et la richesse ne suffisent plus à protéger les monstres. Son procès approche, et avec lui, la perspective d'une condamnation qui pourrait le maintenir derrière les barreaux pour 15 ans minimum, voire le reste de sa vie, pour un homme qui avait tout, qui s'était hissé au sommet à force de manipulation, de pouvoir et d'intimidation. La chute est vertigineuse. Mais elle était inévitable. Car on ne bâtit pas un empire sur l'abus sans que, tôt ou tard, la vérité éclate. Et ce qui se joue désormais n'est plus seulement le sort de Didi. C'est le sort d'un système entier dont il n'était que la face la plus visible. À ce stade, l'histoire de Didi dépasse l'homme. Elle dépasse même ses crimes, car son arrestation, son procès et son silence imposé en prison mettent en lumière une réalité plus vaste, plus dérangeante. Il n'était pas seul. Quand les projecteurs se sont braqués sur lui, tout Hollywood a baissé la tête. Ses amis de toujours, ses partenaires, ses complices de soirée ont disparu. Pas un mot, pas une défense, pas une condamnation claire non plus. Juste le silence. Un silence plus bruyant que n'importe quel discours. Car quand tu découvres qu'un homme était un monstre depuis des décennies, la première réaction normale est de dire « je ne savais pas ». Or ici, personne ne l'a dit. Personne n'a osé affirmer qu'il ignorait. Et ce silence, cette peur, montrent une chose. Beaucoup savaient. Beaucoup avaient vu. Peut-être beaucoup avaient participé. Des rumeurs parlent de vidéos, d'archives secrètes où Didi aurait enregistré ses soirées et ses invités, des fichiers assez explosifs pour faire tomber la moitié de Hollywood. Impossible de savoir si c'est vrai. Mais la panique qui a suivi son arrestation suggère que quelque chose de très compromettant est bien caché quelque part. Le cas Didi est devenu un miroir qui renvoie l'image d'une industrie pourrie par le pouvoir, la célébrité et l'argent. Une industrie où trop de gens ferment les yeux, où trop de voix choisissent le silence. Une industrie où l'on préfère protéger une carrière que protéger une victime. Et la question désormais n'est plus « qu'a fait Didi ?» On le sait déjà. La question est « qui savait ? Qui d'autre est impliqué ? Qui tombera ensuite ?» Car la chute de Sean Combs pourrait bien n'être que le premier domino. Derrière lui, c'est tout un système qui tremble. Un système où les prédateurs prospèrent tant qu'ils rapportent de l'argent. Un système où le luxe et les paillettes servent de rideau de fumée pour masquer l'horreur. Didi, autrefois incarnation de la réussite noire, est devenu le symbole d'une hypocrisie totale. Celui d'un monde où l'excellence proclamée n'était qu'une façade, et où la vraie histoire se jouait derrière des portes closes, dans la peur, le silence et l'abus. Et alors que son procès approche, une chose est claire, qu'il plaide coupable ou non, qu'il obtienne 15 ans ou la perpétuité, son nom restera à jamais associé à l'un des scandales les plus sombres de l'histoire de la musique et du divertissement. Mais au fond, ce n'est pas seulement la chute d'un homme, c'est un avertissement, un rappel brutal que la vérité finit toujours par éclater,
et que dans un monde construit sur l'image et le paraître, il suffit d'une fissure pour que tout un empire s'effondre. Sean Combs voulait être un symbole, il l'est devenu, mais pas celui qu'il avait imaginé. Alors, voilà, derrière les paillettes, derrière les projecteurs et les discours sur la réussite, il n'y avait qu'un gouffre d'horreur et de manipulation. L'histoire de Didi n'est pas seulement celle d'un homme tombé de son piédestal, c'est celle d'un monde où le pouvoir écrase, où la vérité est étouffée, où des vies entières sont brisées dans le silence. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question directe. Pensez-vous que Didi était seul ? Ou que derrière lui, c'est tout un système, peut-être même des noms que nous admirons encore aujourd'hui, qui est impliqué ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vos avis, vos réflexions, vos théories comptent. Pour votre info, un sondage est disponible dans l'onglet communauté de la chaîne pour choisir le sujet de la prochaine vidéo, mercredi prochain. Allez voter, on attend votre choix. Et enfin, si cette histoire vous a choqué, sachez que nous avons d'autres vidéos sur des tragédies tout aussi bouleversantes et mystérieuses. Ne manquez pas ces enquêtes. Si vous voulez soutenir notre travail et nous permettre de continuer à sortir des vidéos chocs, likez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Ça ne prend qu'une seconde, mais pour nous c'est énorme. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout. Prenez soin de vous